En cliquant sur cette vidéo, tu as eu le sentiment d'être libre. Tu as eu le sentiment de faire un choix. En effet, a priori, personne ne t'a forcé, couteau sous la gorge, à cliquer sur cette vidéo et à m'écouter. Mais en es-tu bien sûr? Es-tu bien sûr de ta liberté? Eh bien, pour Baruch Spinoza, non, tu n'es pas libre. Tu n'es pas plus libre de cliquer sur ma vidéo que n'importe quelle autre action que tu aies jamais entreprise. Et ça, c'est la thèse déterministe. La thèse déterministe veut que nos actions soient déterminées, qu'elles suivent un enchaînement logique de causes et d'effets. On parlera d'ordre des choses. Et pourquoi elle serait déterminée? Elle serait déterminée puisqu'elle serait la cause d'une même substance, et cette substance, c'est la nature et Dieu. Donc pour Spinoza, Dieu et la nature, c'est exactement la même chose. Et donc cette substance, elle est la cause de tout, mais elle est aussi la cause d'elle-même. Ce qui fait que toutes les actions sont déterminées, ce qui fait que tu ne fais aucun choix. Donc pour Spinoza, tu n'as aucun libre arbitre, tu ne fais pas de choix. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que toutes les causes étaient réunies pour que tu cliques sur cette vidéo. La curiosité, ton envie de ne pas travailler ou ton envie d'oublier la mort, enfin ça c'est un autre sujet, toutes les causes étaient là pour que tu cliques sur cette vidéo et ce n'est pas un choix libre que tu aies fait en cliquant sur elle. Pour mieux comprendre ça, Spinoza dans l'éthique va dire que l'ignorance des causes qui nous déterminent nous laisse croire que nous sommes libres. Et ça, c'est quelque chose de très important et qu'on peut comprendre par exemple à travers une image. On va faire une expérience de pensée ensemble pour essayer de mieux comprendre la philosophie de Spinoza. Donc, tu es en train de te promener dans une forêt et imagine que tu tombes à l'intersection de deux routes. À ce moment-là, tu as le réel sentiment de faire un choix, tu as le réel sentiment d'être libre de prendre la route de droite ou la route de gauche, parce que les choix sont multiples. A priori, tu pourrais tout autant prendre la route de droite que la route de gauche. Rien ne t'y prédétermine, tu ne connais pas les routes, tu n'es jamais venu dans cette forêt. Et donc en prenant par exemple la route de gauche, tu as le sentiment d'avoir fait un choix, donc d'être libre. Pourtant, pour Spinoza, il se trouve que tu n'aurais pas pu faire de choix, que le choix n'existe pas, puisqu'en fait la route de droite est condamnée. La route de droite est un cul-de-sac. Tu aurais dû revenir sur tes pas et prendre la route de gauche. Cet exemple nous montre, ce cas pratique un peu simpliste nous montre qu'en réalité ce sont bien notre méconnaissance de tous les faits de la réalité qui nous amène à croire qu'on est libre. Si tu savais que le chemin était condamné, tu n'aurais pas eu le sentiment de faire un choix, mais tu te serais senti contraint face à la décision. Donc pour Spinoza, encore une fois, tu n'as aucun libre arbitre, tu ne fais aucun choix. Enfin, c'est étrange parce que quand même, on a la conviction profonde en tant qu'humain qu'on fait des choix. Tu pourrais par exemple parfaitement, immédiatement, quitter cette vidéo et tu aurais le sentiment d'avoir fait un choix. Mais attends, reste encore un peu parce que j'ai d'autres trucs à te dire. Et bien en fait, ce sentiment très très profond qu'on a en nous de pouvoir faire des choix, il vient du fait que nous sommes vaniteux. Et ça, c'est un autre philosophe qui va l'expliquer, et c'est Schopenhauer. Donc, avant d'entrer un peu plus dans la philosophie de Schopenhauer, il est important d'expliquer quelques bases, quelques fondamentaux. Donc pour Schopenhauer, ce qui anime le monde autour de nous, c'est la volonté. Donc la volonté, qu'est-ce que c'est? La volonté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir en tant qu'humain, qu'on ne verra jamais, un peu comme la partie immergée d'un iceberg finalement, mais qu'on ne pourrait jamais voir, mais qui est source de tout, cause de tout. C'est elle qui anime le monde, c'est elle qui anime l'univers. Et donc cette volonté, c'est un concept qu'on retrouve chez d'autres philosophes, comme par exemple chez Nietzsche, avec la volonté de puissance, mais on peut aussi l'assimiler à la substance dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'ordre des choses chez Spinoza est cause de cette substance qui est Dieu et la nature, qu'on pourrait un peu assimiler à cette volonté aussi. Ça y ressemble en tout cas. Donc pour Schopenhauer, si cette volonté est invisible à l'homme, c'est à cause de sa vanité. L'homme se croyant trop supérieur, l'homme a le sentiment d'avoir le pouvoir sur sa vie et donc il pense qu'il peut faire des choix. Or, il ne peut pas d'après Schopenhauer. Encore une fois, Schopenhauer est déterministe. Pour Schopenhauer, il n'y a pas de choix, mais on a le sentiment d'en faire. Donc, pour Spinoza comme pour Schopenhauer, l'homme ne fait pas de choix. Et ça, Schopenhauer l'explique très bien dans son essai, donc le libre arbitre, et il écrit «
l'homme est un être déterminé par son essence. Et ça, l'essence, c'est donc la cause du déterminisme de l'homme. Et cette essence, c'est un moyen idéal de faire la transition vers le dernier philosophe majeur qu'on va aborder dans cette vidéo, et qui va conforter ceux qui se croient encore libres, qui se sentent encore libres malgré les thèses et les arguments de Spinoza et de Schopenhauer, dans le fait de leur dire que oui, vous êtes libres. Et ce philosophe, c'est Sartre. Et pourquoi je disais que l'essence était très important chez Sartre? Eh bien parce que justement, pour Sartre, c'est l'existence qui précède l'essence. À l'inverse des déterministes, pour qui on pourrait dire que c'est l'essence qui précède l'existence. Cette idée d'essence, elle est un peu floue, mais on peut dire que c'est un peu la nature, la fonction d'un homme. Et donc pour mieux la comprendre, et pour mieux comprendre pourquoi pour Sartre c'est l'existence qui précède l'essence, on va prendre une comparaison qui est assez fréquente, celle des objets techniques. Donc par exemple, un objet technique, ce pull que je porte, ce téléphone sur lequel, ou cet ordi sur lequel tu regardes ma vidéo, il a été conçu dans l'esprit d'un ingénieur ou d'un designer mode, enfin peu importe, avant qu'il existe matériellement. On l'a pensé et puis ensuite on l'a créé. Donc c'est bien l'essence, la fonction qui précède l'existence. Pour quelqu'un qui admet l'existence de Dieu, si on est croyant, il semble plutôt rationnel d'admettre aussi que l'essence précède l'existence, puisque si Dieu il y a, il semble plutôt cohérent de penser qu'il nous a conçus au préalable et ensuite qu'on a existé. Donc que notre essence était bien définie avant notre existence. Mais Sartre, lui, il va adopter une position athée, et donc pour Sartre, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que ce qui me différencie de mon pull ou de ton téléphone, c'est le fait que je n'étais pas déterminée, justement. Je suis née, et ce sont mes choix, ce sont mes décisions, que j'ai prises donc librement, qui m'ont déterminée et qui m'ont amenée à me constituer une fonction, une nature, donc une essence. Et ça, c'est très important, parce que le fait d'admettre que l'homme est libre, le fait d'admettre que l'homme peut faire des choix, ça admet aussi la notion de responsabilité. En effet, si tu fais des choix, tu en es absolument responsable. C'est pour ça qu'on te condamne d'ailleurs en justice, c'est parce que tes choix, s'ils sont préjudiciables, ça reste les tiens et il faut t'en punir. Enfin, c'est une notion plus complexe. Mais quoi qu'il en soit, pour Sartre, l'homme est libre et il est d'ailleurs même condamné à être libre, puisque cette condamnation de la liberté, c'est des idées peut-être un peu contre-intuitives, puisqu'on se dit que la liberté justement c'est quelque chose de désirable, et bien le fait de dire qu'on est condamné à être libre, ça appuie le fait qu'on est condamné à assumer nos choix pleinement, puisqu'on les prend de manière pleinement consciente. Donc pour Sartre, en fait, toutes les formes de déterminisme ont une certaine forme de lâcheté, une certaine forme de mauvaise foi. On parle d'ailleurs de mauvaise foi sartrienne. Donc pour Sartre, les personnes qui estiment qu'elles sont déterminées, qu'elles sont juste le résultat que toutes leurs actions sont le résultat de causes et d'effets, sont en quelque sorte lâches et ne veulent juste pas assumer les conséquences de leur acte. Non, arriver une fois devant le juge, dire que vous n'êtes pas coupable parce que vous n'êtes pas libre, ce n'est pas une bonne ligne de défense. Non, dire que votre crime est le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets, ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable puisqu'il reste une part de responsabilité en vous. Et ça, c'est un point très intéressant parce qu'il y a certains philosophes, bien que déterministes, qui vont essayer de répondre à ce point en assumant que même si l'homme est déterminé, l'homme n'est pas libre, il garde une certaine part de sa responsabilité. Donc ça, même si ça paraît un peu paradoxal, comment on va l'expliquer? Eh bien par exemple Schopenhauer, pour reprendre le philosophe de tout à l'heure, explique donc que c'est la volonté qui va animer les hommes. Mais cette volonté, à l'inverse des hommes, elle est parfaitement libre. Donc, en conservant cette part de liberté dans ce qui meut les hommes dans leurs décisions, on conserve une part de liberté et donc une part de responsabilité. Rapide résumé, donc pour répondre à la question « sommes-nous libres ?», on a d'un côté les déterministes qui répondront « non », on n'est pas libre, l'homme ne fait pas de choix, comme Spinoza ou Schopenhauer. Dans cette branche-là, on voit deux espèces de mouvances se former, ceux qui pensent que l'homme n'est pas libre et qu'il n'est donc pas responsable de ses choix, et d'un autre côté, ceux qui pensent que l'homme n'est pas libre mais responsable de ses choix, au moins en partie. De l'autre côté, on a les existentialistes, avec Sartre en figure de proue, qui pensent au contraire que l'homme est parfaitement libre et donc qu'il est parfaitement maître de ses choix et doit les assumer pleinement. En conclusion, j'espère vous avoir amené à réfléchir à ces positions
à reconsidérer ce principe de liberté qui est assez largement admis, mais pour lequel les définitions sont assez larges. Et brièvement, j'aimerais en parler d'un autre philosophe qui remet en question la liberté au sens large et qui en donne une définition assez particulière. La liberté, comme on pourrait l'entendre, c'est plutôt faire ce qu'on veut. Et bien pour Rousseau, pas du tout. Pour Rousseau, la liberté réside dans l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, c'est-à-dire aux valeurs auxquelles on a choisi d'adhérer. Donc ça, c'est un concept qu'on va retrouver dans le contrat social, par exemple. Et donc pour Rousseau, le fait d'être réellement libre, c'est de se soumettre aux lois volontairement. Être libre, c'est renoncer à une part de notre côté sauvage, en quelque sorte. C'est se refuser à certaines de nos pulsions. C'est ne pas être soumis qu'à notre nature, finalement. Donc voilà. Je pense avoir essayé d'explorer assez largement le concept de liberté. Je pense pas du tout avoir le mérite de dire que cet exposé était exhaustif ou quoi que ce soit, mais j'espère au moins avoir pu nourrir votre réflexion sur cette question complexe, mais non moins passionnante, qu'est la liberté. Et je finirai sur ces mots. Être libre, ce n'est rien. Le devenir, c'est tout. Et pour le devenir, lisez, posez-vous des questions et bouffez la culture.